Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a inauguré aujourd'hui l'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou dans la région du Moronou. Cette route réhabilitée longue de 58 km a coûté près de 30 milliards de francs CFA. L'ouvrage facilitera l'évacuation des produits agricoles et permettra de relever le potentiel économique du Moronou. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a achevé sa tournée dans l'ouest ivoirien aujourd'hui. Il est allé au contact des populations des régions du Guémon et du Cavali pour prôner la paix et poser des actions de développement. Pour la dernière étape de sa visite dans le Guémon, le chef du gouvernement ivoirien a animé un meeting à Diokoué et réitéré son appel au rassemblement. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au marché des investisseurs en France. Le pays invité d'honneur participe au premier forum de Conseil Afrique qui mobilise des chefs d'entreprise venus de 49 pays. La délégation ivoirienne va échanger sur les opportunités d'affaires et nouer des partenariats pour attirer des investisseurs en Côte d'Ivoire. Enfin, au Burkina Faso, au moins 20 personnes ont été tuées, 2 autres blessées dans une nouvelle attaque dans la province de Soum. Le village de Madougui, dans la commune de Arbinda, était visé. Des hommes armés ont tiré sur les occupants d'un site aurifère hier vendredi. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez au sommet notre rendez-vous culturel de samedi. Nous irons à la conquête d'un trésor, un trésor inestimable. C'est le trésor d'Amelan, une œuvre écrite par Tosei Serge. L'auteur ivoirien est chargé de la gestion de l'état civil à la nouvelle mairie d'Asseni Mafia. Et dans le trésor d'Amelan, son premier ouvrage, il dévoile avec un brin d'humour l'importance de l'enregistrement à l'état civil. C'est un trésor de la vie qui permet d'aller à l'école, de se marier, d'ouvrir un compte bancaire, d'avoir une nationalité. Mais ce droit à l'identité est-il perçu par tous? Notre invité nous répondra. Bonsoir, M. Tosei Serge. Bonsoir, Mme Marie-Laure Ngora. Alors, avant Asseni, vous avez travaillé dans d'autres mairies comme Bodokro. Cela donc fait environ 10 ans que vous avez en charge la gestion de l'état civil. Alors, pour vous, le droit à l'identité est un trésor inestimable. Dites-nous pourquoi. Bon, je pense que d'abord, je vais vous dire merci. Et je pense que le droit à l'identité est un trésor inestimable parce que tout simplement, c'est la base de jouissance de tous les autres droits fondamentaux de l'homme. Et pour moi, il reste simplement le passeport pour la vie. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. Ce sera dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, M. Tosei Serge. Vous nous direz pourquoi ce fait déclaré est un droit inestimable et pourquoi c'est le passeport de la vie. À tout à l'heure. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. On va emprunter l'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou qui a été réhabilité et inauguré aujourd'hui par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette route longue de 58 km a coûté environ 30 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, soutenu par le C2D, le contrat de désendettement et de développement. L'ouvrage qui fait la fierté des populations va aider la région du Moronou, productrice de vivriers, et son potentiel économique sera relevé, comme nous l'explique Mahama Traoré. Juillet 2016, Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre, lançait les travaux de réhabilitation de l'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou. Ce samedi 5 octobre 2019, il remet officiellement un ouvrage rénové aux populations du Moronou. C'est une route très importante qui unit 2 grandes régions, la région de la Mé et donc la grande région donc, du Moronou. Et nous sommes heureux qu'on puisse faire l'axe Bongouanou-Abidjan en 2 heures, 2 heures et quart. Et ça permet donc de mettre en œuvre la politique du président Alassane Ouattara, qu'ils veulent qu'on puisse dynamiser les ressources locales et faire en sorte que la jonction entre les populations puisse être une excellente chose. L'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou est long de 58 km. Les travaux ont été financés à hauteur de 29,4 milliards de francs CFA par le C2D, le contrat de désendettement développement. Ceux qui parcourent la route peuvent constater qu'il n'y a aucun nid de poule, que la route est dans son état dans lequel il a été livré depuis sa fin des travaux en juin 2018. L'économie de la région qui va s'emporter mieux puisque l'évacuation des produits agricoles sera plus aisée. Et donc c'est un moment important pour la ville de Bongouanou et pour toute la région du Moronou. La remise en service de l'ouvrage vient surtout mettre fin au calvaire des usagers. Ça nous a rendu de tout, moins de consommation, puisque c'est la voie le plus court qu'elle a. Quand on fait le pont, ça nous arrange, moins de consommation. Pour nous les passagers, pour éviter les longues distances à travers Ara, en passant par Ara plutôt, je crois que
C'est une œuvre louable et on remercie les autorités. Autre soulagement des populations, la rénovation du pont du village de Yafo. Son effondrement en juillet 2018 avait interrompu la circulation sur la route Akupé-Kotobi-Bongouanou. Et il n'y aura plus de détour à faire pour aller à Bongouanou. Les populations du Moronou saluent la réhabilitation de l'axe routier à Koupé-Kotobi-Bongouanou. Les activités des opérateurs économiques vont s'intensifier. Et ce n'est pas tout. D'autres travaux de développement ont été réalisés, notamment au plan de l'électrification, de la santé, de l'hydraulique. Des raisons qui ont donc poussé le Moronou à rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, ce samedi. Et c'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il était aussi sur le terrain. Il s'agit du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a achevé sa tournée dans l'Ouest ivoirien ce samedi. Il est allé au contact des populations des régions du Guémon et du Cavali pour prôner la paix et poser des actions de développement. Pour la dernière étape de sa visite dans le Guémon, le chef du gouvernement a animé un meeting aujourd'hui à Diokwe. Il a réitéré son appel au rassemblement et à la préservation de la cohésion sociale. Je vous propose un extrait de l'intervention du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly depuis Diokwe. Nous devons cultiver et entretenir dans nos régions un climat de paix et de cohésion sociale. J'en appelle ici encore au rassemblement des filles et fils du Guémon, mais au-delà des Ivoiriennes et des Ivoiriens, dans leur diversité politique, ethnique ou religieuse, autour des actions de paix, de cohésion sociale et de développement. Nous devons puiser constamment dans les valeurs portées par le président Félix Houphouët-Boigny tout au long de son combat politique, les ressources nécessaires pour surmonter nos contradictions du moment et préserver l'héritage le plus précieux qu'il nous a laissé, qui est la Côte d'Ivoire, notre pays. Je peux vous dire que mon séjour dans le Cavali et mon séjour dans le Guémon ont été des séjours riches. J'ai vu, j'ai entendu et j'ai touché donc du doigt les préoccupations au quotidien des populations. C'est ça aussi, être au gouvernement, que l'on soit ministre ou Premier ministre, c'est d'être au contact des populations. Le président de la République lui-même nous en donne l'exemple avec les visites d'État. Alors nous qui agissons pour son compte, nous devons être permanemment sur le terrain pour écouter les populations, prendre en compte vos préoccupations et les traduire en solutions. Voilà, il est allé donc au contact des populations et justement après le Cavali, le chef du gouvernement ivoirien est arrivé dans le Guémon. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordé une série d'audiences aux élus, cadres et chefs traditionnels de la région. Il a aussi procédé au lancement des travaux d'extension des réseaux électriques de la ville de Diokwe. On retrouve notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo. Cap sur le Guémon, le chef du gouvernement est arrivé à Diokwe vendredi en fin de journée. Ce samedi, avant son grand meeting, rencontre avec les élus et cadres des départements de Kouibli, Fakobli, Diokwe et Bangolo. Des remerciements pour les actions de développement, mais surtout des doléances. Nous souhaitons le bitumage des voies du chef-lieu de département, des 9 sous-préfectures, ainsi que l'ouverture des voies d'accès au village. Ceci permettra d'une part à vos frères paysans d'évacuer leurs produits vers les marchés et d'autre part à la population rurale d'accéder au centre de santé. Doter Fakobli d'un hôtel de ville, doter Fakobli d'un nouveau château d'eau et réhabiliter le premier dont la capacité n'arrive plus à couvrir les besoins de la ville. Le Premier ministre s'est voulu rassurant. Sur le principe, les problèmes que vous avez soulevés trouveront solution grâce au programme national de développement ou au programme social du gouvernement. Le chef du gouvernement procède au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de Diokwe au grand bonheur des populations. Aujourd'hui, nous venons de lancer un projet d'extension des réseaux dans la ville de Diokwe, qui touche environ 30 000 ménages. Ces 4 grands quartiers de Diokwe qui seront ainsi couverts et qui vont permettre à nos populations d'avoir accès maintenant à l'électricité à la fin de la durée des travaux. Je voudrais vraiment me réjouir de ce que les instructions données par le président de la République prennent au quotidien forme
Et ceci donc dans le quotidien donc, de nos compatriotes. À ce jour, les investissements engagés dans la région du Guémont sont évalués à 18 milliards de francs CFA, dont 14 milliards pour l'électrification de 137 localités rurales et 4 milliards pour 29 travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique. Et avant Diokoué, hier vendredi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a animé un meeting à Toulepleu. Le chef du gouvernement ivoirien a évoqué les grands projets de développement engagés dans les régions du Guémont et du Cavali. Il a aussi annoncé le lancement des travaux de bitumage de l'axe Toulepleu, Zouaouyen et l'aménagement de la voirie dans le Guémont et le Cavali. Herman Guivi. Effervescence totale à l'Arc de Triomphe de Toulepleu. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, prend un bain de foule. À ses côtés, Anne-Désirée Ouloto, cadre du Cavali et fille de Toulepleu. Levées depuis les aurores, les populations de Toulepleu, Saïbi et autres villes et villages environnants du Cavali ont bravé la canicule pour réserver un accueil chaleureux au chef du gouvernement, confirmant ainsi l'hospitalité légendaire reconnue au peuple ouai. Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Toulepleu vous dit Tao, Tao, bienvenue à Toulepleu. Vous découvrirez des hommes, des femmes et des jeunes de tous bords, sans se soucier de pro-opposition, de pro-parti au pouvoir, conjuguant à l'harmonie la joie de vous accueillir parce que vous venez, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous apporter l'œil et l'oreille de la nation et surtout les mains qui développent cette Côte d'Ivoire en chantier. Toulepleu se réjouit des acquis obtenus grâce à la vision de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, et se saisit de l'heureuse occasion pour formuler quelques doléances. Monsieur le Premier ministre, l'aménagement et l'équipement du siège de la chefferie traditionnelle du département de Toulepleu. L'achèvement des travaux de construction du collège moderne de Pays, le prolongement de l'adduction d'eau potable jusqu'à Diaïbli, l'achèvement et l'ouverture du collège moderne de Thiobli, la construction du château d'eau de Thiobli, la construction d'un siège pour la Fédération des associés féminines de Toulepleu, la création des passages pour relier les différents quartiers et les différents villages traversés par le bitume. Toulepleu me charge de dire à M. le Président de la République et notre fille bien-aimée, Mme le ministre Anne-Désirée Ouloto, merci infiniment. Permettez-moi, M. le Premier ministre, de vous charger de transmettre à son Excellence, M. le Président de la République, ce grand visionnaire, homme de référence, de paroles et de convictions, notre profonde gratitude et notre infinie reconnaissance pour toutes les actions de développement en faveur de nos populations. La cérémonie de lancement des travaux de bitumage de l'axe Toulepleu-Zouaouyen réglera à jamais la question du désenclavement total de notre département. À raison de tout ceci, le peuple de Toulepleu, dans toute sa composante, s'engage à soutenir sans réserve le gouvernement et le Premier ministre que vous êtes et le Président de la République en vous offrant notre entière et meilleure disponibilité pour une cohésion sociale et une paix durable dans le seul intérêt du développement harmonieux de notre pays. Des doléances et autres acquis qui ne pourront être satisfaits, mieux consolidés, sans un climat de paix et de cohésion. Comme le président de la République l'a indiqué dans le NZI, les élections prochaines seront paisibles, démocratiques. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens choisiront librement leurs dirigeants. Mais notre pays est un pays de droit. Tous ceux qui, au lieu de privilégier la voie démocratique, voudront opposer les communautés de notre pays entre elles. Tous ceux qui voudront donc attenter à la sûreté ou à la stabilité de notre pays et mettre à mal la paix que nous avons donc retrouvée auront à faire face très clairement à la loi. Rien qu'à la loi et la loi. Je tiens donc à vous le dire et cela me paraît extrêmement important. Je vous invite donc, chers frères et sœurs ouai, à continuer à cultiver entre vous et en permanence avec tous vos autres frères des autres régions les valeurs de tolérance, de dialogue, de fraternité et de solidarité. Oui, c'est ensemble que nous réussirons autour de Sa Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à bâtir la Côte d'Ivoire belle, la Côte d'Ivoire nouvelle, fraternelle et prospère. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il faut donc laisser derrière soi le passé et envisager l'avenir. Je voudrais féliciter le peuple ouai, ses élus et ses cadres
ses chefs traditionnels et ses guides religieux pour avoir décidé d'avancer, d'avancer, d'avancer avec la Côte d'Ivoire. Voilà, je rappelle que le Premier ministre Amadou Coulibaly a achevé sa tournée dans l'Ouest ivoirien ce samedi. Une visite de 72 heures qui lui a permis de rencontrer, d'échanger avec les populations des régions du Guémo et du Cavalier. Vous l'avez vu, il a prôné la paix et posé des actions de développement. Justement, des actions de développement réalisables dans un climat de paix. Et ce message de rassemblement et de cohésion du chef du gouvernement est aussi relayé ici à Abidjan, notamment dans la commune d'Abobo, où le Conseil supérieur des imams, des mosquées et affaires islamiques en Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie à l'honneur des pèlerins du Hajj 2019 d'Abobo. Et le maire de cette commune, Ahmed Bakayoko, a exhorté à la cohésion. Konepagassoro. La forte pluie qui s'est abattue dans les différentes communes du district d'Abidjan n'a pas empêché la tenue de la 4e édition de la cérémonie d'accueil des pèlerins du Hajj 2019 de la commune d'Abobo. C'était au siège du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Abobo, située dans l'enceinte de la grande mosquée Falikou Diaby. À cette occasion, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune, a invité les populations d'Abobo à plus de responsabilité dans leur comportement avant de rendre hommage au président du COSIM, Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Il n'a pas manqué d'exhorter imams, guides religieux, prédicateurs et pèlerins à multiplier prières et adorations pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020. Abobo a souffert de la crise. Abobo a souffert de la division. On ne veut plus de crise ici. On ne veut plus de souffrance liée à la division. Le bonheur du peuple est plus grand que les ambitions personnelles et individuelles. Avec nos frères des autres confessions religieuses, des autres groupes et communautés, nous soyons tous des Ivoiriens, avec l'amour de l'un et de l'autre. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter tous les discours de division. Le message du maire Ahmed Bakayoko, appuyé par le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, qui lui a témoigné la reconnaissance de l'ensemble de la communauté musulmane et à travers lui, la reconnaissance de la communauté au président de la République, Alassane Ouattara, pour son implication dans la qualité de l'organisation du Hajj saluée par les autorités saoudiennes. La gratitude du COSIM à l'égard du chef de l'État et du premier magistrat d'Abobo, reconnu par les 750 pèlerins de la commune. Chaque année est une opportunité pour les pèlerins ivoiriens de prier, non seulement pour le pays tout entier, mais de prier pour le président Alassane Ouattara. Nous allons dire merci également au maire Ahmed Bakayoko qui, comme avec une baguette magique, a transformé notre commune. Distribution du certificat du Hajj aux pèlerins, louanges, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse. Et la Côte d'Ivoire qui prend la paix est à l'honneur au marché des investisseurs en France. Le pays invité d'honneur participe au premier forum du Conseil Afrique qui mobilise des chefs d'entreprise venus de 49 pays. La délégation ivoirienne échange sur des opportunités d'affaires et noue des partenariats en vue d'attirer des investisseurs dans notre pays. Noël Nyagno depuis Nice. Le premier Business Forum Africa de l'Institut Choiseul. La page est tournée. Des chefs d'entreprise de tous les segments des activités économiques, issus de 49 pays d'Afrique, ont participé à ces rendez-vous du donner et du recevoir. C'est l'Afrique qui rencontre l'Afrique, d'une certaine manière, et celle-ci rencontre ensuite, en parallèle, l'Europe, mais simplement au niveau des décideurs économiques. On n'a pas trop de politique, on a surtout des acteurs, des gens qui sont capables d'investir, qui sont capables de prendre des décisions, qui vont finalement créer de l'emploi, créer de l'investissement, créer de l'activité partout où ils vont aller. Donc c'est ça aussi l'originalité. La deuxième originalité, c'est que finalement, on a aussi la jeune génération des décideurs économiques africains. La Côte d'Ivoire, le pays à l'honneur, est venu avec un argumentaire en rapport avec sa volonté d'investissement de portée stratégique. Ce que nous avons fait sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est de participer à cette première édition du Forum Afrique organisé par l'Institut Choiseul. Et donc il fallait à cette occasion montrer les grands fondamentaux d'opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, partant des infrastructures, de l'énergie, de l'agro-industrie, qui sont des éléments fondamentaux qui portent la croissance aussi de la Côte d'Ivoire.
et qui permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir une attractivité. Une heure durant, les directeurs généraux des 6 entreprises publiques qui décident de tout investisseur ont souligné avec force de détail leur savoir et leur savoir-faire, mais aussi les perspectives qui vont positionner la Côte d'Ivoire comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Que Nice nous apporte beaucoup de nouveaux investisseurs, en plus de ceux qui sont déjà là, et que les contacts que nous avons noués ici soient aboutis en termes de projets d'investissement et d'accompagnement. Effectivement, vous savez, l'État fait l'option de mettre beaucoup de projets en PPP avec des investisseurs privés. L'État a ses ressources qui consacrent un peu au volet social et infrastructurel. Le port, c'est une infrastructure, mais les projets portuaires sont des projets marchands pour lesquels, quand c'est bien monté, on peut avoir des investisseurs privés. L'option de l'État, c'est d'attirer les investisseurs privés. Nous espérons que Nice, après la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, nous aurons des investisseurs nouveaux pour nous permettre de conduire à bien beaucoup d'autres projets qui sont prévus dans le cadre du développement du port. Constat des participants à cette rencontre, la Côte d'Ivoire est véritablement attractive. La Côte d'Ivoire est un pays très important pour nous, sur lequel nous avons déjà des effectifs, et je suis heureux d'entendre aujourd'hui que les différents représentants du gouvernement ivoirien sont extrêmement positifs sur l'implantation de sociétés étrangères et privées en Côte d'Ivoire pour accompagner le développement du pays. Voilà qui augure la bonne marche de la Côte d'Ivoire vers un développement harmonieux, au moment où la ZELCAF, la zone de libre-échange continentale africaine, va prendre son envol en juillet 2020. Voilà, et la Côte d'Ivoire attire justement des investisseurs. L'appel du président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite en Arabie Saoudite a été entendu. Le président du conseil d'administration du groupe d'affaires international est en Côte d'Ivoire pour une mission de prospection en vue d'investir dans les secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie. Konepa Gassoro. La récente visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, en terre sainte d'Arabie Saoudite, et la parfaite organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam par l'État de Côte d'Ivoire et le commissariat du Hajj. Des actions qui ont poussé le président du conseil d'administration du groupe DFA international de la Mecque en Arabie Saoudite à initier une visite de prospection et d'études en Côte d'Ivoire. Ali Ayash, accompagné d'une forte délégation, a rencontré successivement le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre du tourisme, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé et le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Objectif, investir dans le secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie en vue de contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous constatons, vu le rôle joué aujourd'hui par la Côte d'Ivoire au niveau politique, au niveau d'investissement, c'est ça qui nous intéresse à être en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire une prospection. Et je vous informe aussi que le peuple saoudien a une estime pour le peuple ivoirien. Et nous demandons à Allah que cette relation se raffermisse du jour au lendemain. Le consul général de Côte d'Ivoire à Jeddah et les membres du gouvernement visités ont rassuré les responsables du groupe DFA international de la Mecque quant à la stabilité politique du pays avant de les inviter à ne pas hésiter à investir en Côte d'Ivoire, leur deuxième pays. Ce groupe, nous pensons, est parmi les tout premiers qui vient répondre un peu à l'appel du président de la République relativement à l'ouverture de la Côte d'Ivoire pour accueillir des investisseurs. Nous sommes vraiment comblés de leur présence et nous en profitons pour exprimer toute notre reconnaissance à ce groupe pour l'accueil et toutes les délicatesses, toutes les attentions dont nos délégations de pèlerins font l'objet en terre sainte d'Arabie Saoudite. À l'issue des différentes rencontres, Ali Ayash s'est dit satisfait de la qualité des échanges et des bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient la Côte d'Ivoire à son pays, l'Arabie Saoudite. Présentation des films sur les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire et échange de présents ont également marqué cette visite.
Et à l'attention des investisseurs, notez que le secteur de l'enseignement professionnel marche aussi bien en Côte d'Ivoire. Le concours d'entrée dans les centres de formation professionnelle a débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le lancement de ce concours a eu lieu au centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI de Yopougon. Plus de 4000 candidats composent pour l'obtention du CAP, certificat d'aptitude professionnelle dans plusieurs filières. Demain dimanche, les candidats au brevet de technicien entreront en lice. Au total, plus de 18 000 candidats sont inscrits cette année pour ce concours au niveau du CAP et du BT. Nous sommes bien en octobre. Ce mois d'octobre, dénommé Octobre Rose, a été décrété mois de la lutte contre le cancer au niveau mondial. Et le Rotary Club d'Abidjan-Akwaba a décidé d'apporter sa contribution dans la lutte. Une campagne de sensibilisation et de dépistage a été initiée dans la commune d'Atekoubé. Grâce Kando. Plus de 1000 femmes meurent du cancer du sein chaque année, selon le programme national de lutte contre le cancer. Le Rotary Club Abidjan-Akwaba s'implique dans la lutte. Une séance de sensibilisation et de dépistage a été initiée dans la commune d'Atekoubé. Pas besoin d'être touché pour être concerné. C'est le thème de notre activité Octobre Rose que nous organisons en partenariat avec la mairie d'Atekoubé. Il faut savoir que lorsque nous dépistons, c'est prévenir. Et prévenir, c'est ne pas tomber gravement malade. Lorsque nous faisons un dépistage et que nous détectons assez tôt la maladie, on a le temps encore de lutter et d'en guérir. Je suis venue consulter mes médecins pour voir s'il y a un cancer à l'intérieur. Ils ont dit qu'il y a max au bout des médecins. Donc il doit faire échographie pour voir si c'est normal. 700 femmes sont concernées par le dépistage du cancer du sein à Atekoubé. Nous allons, à partir de l'expérience acquise, faire en sorte que la détection se poursuive, surtout dans les communautés. Vous savez qu'il y a la barrière sociologique qui fait qu'on a peur, on a honte de faire la palpation de seins. Mais nous devons apprendre à palper les seins de nos épouses, de nos filles, pour prévenir tout simplement le cancer du sein qui fait malheureusement beaucoup de dégâts et de ravages dans nos communautés. Le traitement du cancer du sein repose sur plusieurs méthodes, notamment la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et la lutte contre le cancer se poursuit même après ce mois d'octobre. À l'étranger, au Burkina Faso, au moins 20 personnes ont été tuées, 2 autres blessées dans une nouvelle attaque dans la province du Soum. Le village de Madougui, dans la commune de Arbinda, était visé. Des hommes armés ont tiré sur les occupants d'un site aurifère hier vendredi. La mutuelle pour le développement économique et social du village d'Aondo, dans la commune de Tabo, c'est ici en Côte d'Ivoire. Ce village a fêté ses 40 ans. Ce village d'Aondo a été relocalisé, vous vous souvenez, après la construction du barrage hydroélectrique. Eh bien, 40 ans après, les populations ont décidé de se réunir pour célébrer ce quarantenaire. Patricia Omouetia. Avec la construction du barrage hydroélectrique, on parlera du barrage de Tabo. L'ancien village ayant disparu sous les eaux du barrage, un nouveau sera construit pour y accueillir la population sinistrée. 40 ans après, le village d'Aondo fête son développement avec l'infirmerie, l'école primaire et bien d'autres réalisations. On a aujourd'hui 2 unités agro-industrielles ici. Donc nous savons que le village va encore avoir beaucoup de choses du monde. Une fête populaire qui a réuni tous les fils et les filles du village. C'est une belle initiative de marquer un arrêt et de fêter cela. Actuellement, nous avons un groupe scolaire qui contient la première école, la deuxième école et l'école maternelle. De 800 habitants, le village d'Aondo compte aujourd'hui environ 4000 habitants. Un accroissement démographique pour ces 4000 âmes qui ont difficilement accès à l'eau potable. Ce château d'eau ne produit pas suffisamment d'eau, donc c'est en cela que le ministre Tchaba a été sollicité et par son collègue et frère, le ministre Madama. Et ils ont fait l'état des lieux, donc l'étude sera réalisée et dans un bref délai, nous allons essayer d'éradiquer le problème de la desserte au niveau d'Aondo. La présence du barrage hydroélectrique de Tabo a été à l'origine d'une modification environnementale aux retombées socio-économiques certaines dans la région. Aujourd'hui, les preuves sont là, que le développement n'a pas d'ethnie, n'a pas de race, n'a pas de religion. Le développement, ce sont des valeurs. Et le président Alassane Ouattara les incarne. Et grâce à ce travail,
Le département de Tabo aussi bénéficie avec l'ensemble des Ivoiriens. Constituée de 5 grandes familles, la population d'Aondo est majoritairement Akan. Les Swamnais étant la population autochtone et de loin la plus importante, la population allogène est l'émanation d'un exode national et sous-régional. Cette population d'accueil vit en symbiose avec ses voisins, ce qui confère à Tabo Village une atmosphère où il fait bon vivre. Le développement n'a pas de couleur politique, la culture n'a pas aussi de frontières. Nous sommes samedi, vous l'avez compris, c'est l'heure de parler culture dans ces 20 heures. L'édition 2019 du concours Bozo Vacances de la RTI destinée aux tout petits est terminée. Et cette année, c'est le groupe Souralais d'Atiéguacro qui a monté sur la plus haute marche du podium. Les populations de cette commune du district de Yamoussoukro ont réservé un accueil chaleureux à leurs champions, comme vous le voyez sur ces images. Et nous aurons le reportage de Kader Sogodogo dans nos prochains journaux. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Monsieur Tosei Serge. D'accord. Alors, Les Trésors d'Amelan, votre première œuvre a été suscitée par un fait malheureux. C'est ça. En 2 mots, rapportez-nous cette histoire qui vous a tant marqué. D'accord. Merci encore, Madame Ingoran. Je pense que Le Trésor d'Amelan, c'est juste une histoire qui est partie d'un simple fait, je peux dire un constat. Lors du passage un jour d'une dame, d'un monsieur avec son enfant, son fils, qui avait eu son entrée en 6e. Et le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il avait déclaré un autre nom au niveau de l'instituteur, directeur de son école, d'un village, c'était à Bodokro. Et quand l'enfant a eu son entrée en 6e, avant cela, il est venu faire un jugement supplétif. Il a fait la demande, nous avons transmis le dossier au tribunal. Et juste le moment d'inscrire l'enfant, il se rend à l'école avec l'acte qui a été fait, le jugement supplétif qui a été établi, et on lui dit au lycée que c'est pas, en tout cas cet enfant-là, il n'existe pas ici dans notre fichier. Et il retourne à l'école, le directeur qui lui dit non, mais le nom que tu m'avais donné là-bas, c'est pas le même nom qui est sur l'extrait. Et je vous assure que l'enfant, c'est ce jour-là que j'ai vu que nos enfants, ils aiment l'école aussi. L'enfant a coudé les larmes. Vraiment, ça m'a touché. J'ai dit, tiens, il faudrait que je dise quelque chose sur ce fait marquant-là à nos parents. Et justement, c'est un trésor, comme vous l'avez dit, la déclaration de nos enfants à l'état civil. Et donc, le trésor d'Amelan a également intéressé notre confrère Franck Wadio, qui l'a lu avec intérêt. Nous allons voir le résumé qu'il en fait et on en reparle. Dans le ventre de sa mère, Amelan rêve d'un monde plein d'amour où ses parents lui lèguent un trésor, un extrait d'acte de naissance établi à la mairie. Illusion et amertume s'en suivront dès la naissance du nourrisson qui décide d'entamer une grève de la faim contre ses parents qui ne l'ont pas déclaré à l'état civil. Un écrit didactique sur support de littérature infantile, c'est juste un moyen pour l'auteur de porter son message par la bouche de l'innocence. Interpeller les parents afin de les mettre face à leurs responsabilités. 43 pages lexique compris que l'auteur a supporté sur format vidéo. Bonjour tante Afoué. Bonjour ma petite Amelan. Avec ce support, il parcourt les hameaux les plus reculés. Pourquoi la thématique de la question de l'identité comme orientation de son premier ouvrage? L'auteur Tosei Jean-Marie, spécialiste des questions d'état civil, veut sûrement rester dans son élément. La question de l'identité, un enjeu pour tous aujourd'hui. Marie-Laure, l'auteur vous en dira plus sur le plateau. Invité justement. Alors, l'acte de naissance, c'est la carte de membre de la société. Si vous voulez, la clé de toute une série de droits, comme vous l'avez dit dans votre ouvrage. Mais les personnes sont encore privées, de nos jours. Alors, comment vous expliquez cette situation? Je pense que cela dépend déjà de ce que les parents pensent de leurs enfants. Je veux dire quoi en fait? D'abord, je prends le fait que nous soyons en milieu rural. Je reviens sur un simple fait. Vous savez, après la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue, nous avons eu de nombreux enfants sans identité. Et le gouvernement, en ce moment, a bien fait de prendre une ordonnance qui est devenue une loi plus tard pour pallier ce souci. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Même avec cette loi,
il a existé encore des enfants sans extrait de date de naissance. Ça veut dire quoi? Malgré la volonté politique, nos parents, c'est-à-dire nos familles, restent encore, je ne sais pas si c'est la négligence ou bien c'est l'ignorance, mais toujours est-il que nous avons de nombreux enfants qui n'ont pas d'extrait. Et tout dernièrement, en 2018, quand l'État a constaté qu'il y avait près d'1,4 million écoliers sans extrait de date de naissance. Ce sont les dernières statistiques. Voilà. Il y a une opération qui a eu lieu avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Administration du territoire. Mais je vous assure qu'après cela, nous avons fait un sondage au niveau de la commune de Diabo où j'étais en fonction. Nous avons noté plus de 1000 enfants sans extrait de naissance, bien que la volonté de l'État existe, mais véritablement, nos parents, ils n'en font pas la priorité. Je dis souvent qu'ils en font la déclaration, c'est opportuniste au niveau des parents. C'est quand on leur dit à l'école que ton enfant, il doit avoir l'extrait pour passer l'entrée en 6e. C'est en ce moment-là qu'ils trouvent la nécessité de venir établir ce papier, mais qui, dès la naissance déjà, devait être établi pour aider nos enfants à avancer tranquillement. Les parents d'Amlan, dans votre ouvrage, ont compris la nécessité d'établir un extrait d'acte de naissance à son enfant. Alors, dites-nous, puisque vous dites qu'il y a encore des localités où les parents ne comprennent pas, ne l'entendent pas de cette oreille, quels sont les dangers que les enfants courent? Beaucoup de dangers parce qu'un enfant sans extrait de naissance, d'abord, comme je le dis, il n'est pas né. Il n'est pas né, pourtant il est né, mais il n'a pas de papier. On les appelle les enfants fantômes, c'est un invisible. Pourquoi je dis qu'il n'est pas né? Parce que déjà, sans extrait de naissance, il n'est même pas identifié. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons du plan national de développement. L'État a besoin d'avoir le nombre de sa population pour prévoir son développement. Mais un enfant qui n'est même pas déclaré, on ignore déjà sa naissance. Je prends le cas des communes. Si dans 5 à 10 ans, nous devons construire des écoles primaires et nous n'avons même pas le nombre de naissances dans notre commune, je pense que le développement ne va pas sur le chemin qu'il faut prendre. D'abord, le problème, c'est quoi? L'enfant sans extrait de naissance, c'est un enfant qui ne pourra pas bénéficier de tous les autres droits. Parce que l'enfant ne peut pas aller à l'école. Parce que justement, par là, à l'école, il faut... L'extrait d'acte de naissance. L'enfant même ne pourra pas se soigner. Parce que, je dis ne pourra pas se soigner, pourquoi? Parce que quand on se rend à l'hôpital, quand le médecin ou bien l'infirmier veut prendre les constantes, on demande quand même des documents pour voir l'âge de l'enfant. Et quand on prescrit une ordonnance, c'est selon, je veux dire, l'âge. Le dosage, c'est selon l'âge. Donc même au cours de la vie, pour ouvrir un compte bancaire et autres. Tout cela, je veux dire que c'est le socle même de la vie. Parce que c'est le seul papier qui nous permet d'avoir les autres papiers de notre vie. D'accord. Voilà. Alors comment résoudre ce problème, selon vous? Vous l'avez dit, le gouvernement amène la sensibilisation, prend des décisions, mais la question reste pendante. Pourquoi? Comment résoudre cette question? Bon, nous pensons déjà qu'il faut une grande sensibilisation. C'est déjà fait pourtant. Bon, mais ça ne suffit toujours pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents en ce moment qui pensent que quand leur femme accouche à l'hôpital, le papier, c'est-à-dire le certificat médical de naissance que la sage-femme délivre, ils pensent que c'est l'acte de l'enfant. Il faut se rendre. Il faut se rendre, après la maternité, il faut se rendre pour les tests. Il faut se rendre dans un centre d'état civil. Mais aujourd'hui, je salue un peu les actions du gouvernement, parce qu'avec la nouvelle loi sur l'état civil de 2018, je pense que tout est dedans. Il y a des centres qui sont en expérimentation. Il y a des villes comme Oumé, Port-Boué, où déjà, dès l'hôpital, on procède à la déclaration de l'enfant. Je pense que cela pourra véritablement aider tous ces parents-là qui, par négligence parfois, ou bien par désintérêt, ne font pas l'effort de déclarer leurs enfants à l'état civil. Et pourtant, c'est gratuit après la naissance. Franchement, c'est gratuit. 3 mois. Rien à payer. Le délai, c'est 3 mois. Et malgré tout cela, on assiste vraiment à... Peut-être que c'est l'occasion de revenir sur les avantages de façon succincte. Les avantages de ce trésor qu'est l'enregistrement à l'état civil pour toute personne. OK. L'avantage déjà, c'est... Moi, je dis l'extrait de naissance dénote de l'amour que nos parents ont pour nous. Parce qu'il faut dire qu'on a un enfant. Mais sans extrait, avec quoi tu dis que c'est ton enfant? Est-ce que vous voyez, madame? Voilà, déjà, l'amour. Quand vous voyez le livre « Le trésor d'Amlan », ça part d'un simple constat. Vous voyez déjà, la naissance a lieu où? À l'hôpital. Parce que, moi je dis, le premier papier que l'enfant a, c'est son carnet de santé. Parce que déjà à l'hôpital, la sage-femme ou bien le médecin, il note tout ce qui se passe. Et déjà, c'est l'identité même de l'enfant qui arrive un peu, si vous me permettez du terme. Et juste après la naissance,
Il faut véritablement officialiser. On dit, bon, la sage-femme met sur le certificat, un enfant de sexe féminin ou bien de sexe masculin est né tel jour. Voilà, on se rend dans le centre d'état civil. Quand on vient à la mairie, on prend le document. Maintenant, monsieur, madame, quel est le nom de votre enfant? Enfin, les prénoms de votre enfant. Et déjà, on donne l'identité à l'enfant. Et quand l'enfant a le papier déjà, ça lui a permis de fêter son anniversaire. Papa a brandi fièrement ce papier. Justement, voilà. Qui confère l'identité à la personne, à l'enfant. Il a dit, ma fille s'appelle Amlan. Et elle sait d'où elle vient. Elle sait d'où elle vient. Elle sait qu'elle a un papa. Quand vous lisez bien, elle dit, mon papa m'a dit que grâce à ce papier, j'ai une nationalité, j'ai un pays. On va donner l'occasion aux téléspectateurs d'élire le trésor d'Amlan. Vous l'avez déjà dit, ça nous confère notre identité, le droit à avoir un nom, le droit d'avoir un nom, d'avoir une nationalité, de se marier même d'ailleurs. Parce qu'il faut aussi les papiers pour se marier, d'ouvrir un compte bancaire. Merci de nous avoir éclairé sur les avantages de ce trésor qu'est l'enregistrement à l'état civil pour toute personne. Monsieur, merci beaucoup, monsieur Tosseïsset, d'avoir répondu à nos questions. Vous avez raison, c'est un trésor inestimable qui confère tous les droits. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Michel Mambo. Merci à toute l'équipe de réalisation, à l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis. Retenez qu'un enfant non enregistré à sa naissance risque d'être exclu de la société, de se voir refuser le droit à une identité, à un nom, à une nationalité. Alors, déclarons nos enfants et conférons-leur le passeport de la vie. À demain 20h.